c'est les femmes, nous qui n'avons pas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marco et j'ai créé le média jeune Marco Investigation. Bienvenue dans l'épisode 4 de la série Marco Investigation sur le sexisme. Aujourd'hui nous allons parler des violences faites aux femmes. On a pu interviewer la directrice de ONU Femmes France, Fanny Benedetti, mais également Gala Hatem qui a créé la Maison des Femmes, un centre hospitalier qui accueille les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Vous pouvez découvrir les interviews dès maintenant, c'est signé Marco Investigation Production avec l'aide des bénévoles et le soutien de la MSA. Donc bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui à la Maison des Femmes. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter la Maison des Femmes et comment elle s'organise ? La Maison des Femmes, c'est un espace qui a une forme de maison, mais qui n'héberge personne. Par contre, c'est un lieu d'accueil de jour pour des femmes qui ont subi des violences, toutes sortes de violences, violences physiques, psychiques, sexuelles, dans la famille, dans le cadre conjugal, ça peut être avec son petit ami, on n'a pas besoin d'être marié, mais c'est aussi un centre de planification familiale, donc un lieu où on vient pour avoir de la contraception gratuite, si on a moins de 25 ans par exemple, où on peut bénéficier d'un avortement, du dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Et dans ce lieu, on a une prise en charge médicale avec la santé qu'on appelle somatique, une prise en charge médicale pour la santé psychique, et puis une prise en charge sociale, juridique, policière, puisqu'on peut déposer plainte. On peut bénéficier d'activités comme des ateliers d'amélioration de l'estime de soi avec du karaté, de la danse, du théâtre, du jardinage, du yoga et plein d'autres choses. On a des groupes de parole aussi pour pouvoir exprimer les émotions. Et enfin, on a une petite unité qui n'est pas là, mais qui fait partie de la Maison des Femmes, qui est une unité pour héberger les jeunes filles de 18 à 25 ans sans enfants, quand elles subissent des violences ou qu'elles ont subi des violences par leur famille, par leur conjoint, et qu'elles ont besoin d'un lieu pour se reconstruire, pour éventuellement retourner à l'école ou à l'université ou apprendre un métier pour devenir autonome. D'accord. Alors du coup, on a parlé. Du coup, est-ce qu'il s'agit uniquement de violence conjugale ou ça peut être d'autres formes de violence ? Eh ben, le problème déjà, c'est que conjugal, souvent quand on parle aux jeunes de conjugal, ils pensent que ça parle de leur maman ou leur grand-mère. Conjugal, ça veut juste dire qu'on est en couple avec quelqu'un. Ça veut même pas dire qu'on vit avec lui. Ça peut être des violences conjugales dans le cadre d'un jeune homme de 15 ans qui sort avec une jeune fille de 14 ans et demi. Et c'est important de le dire aux jeunes parce que parfois, ils pensent que la relation qu'ils vivent est normale, que c'est toujours comme ça un couple. Parfois, leurs parents, il y avait de la violence chez eux, ils pensent que l'amour c'est ça. Et les jeunes filles pensent parfois qu'elles doivent obéir à leur petite amie parce que sinon il ne les aimera pas. Et c'est important que les jeunes prennent conscience qu'il peut y avoir de la violence dans le couple à tous les âges. Et puis il y a toutes les violences sexuelles, dans le couple ou pas dans le couple, ou dans la famille. Je pense à l'inceste, que de nombreux jeunes subissent et dont ils ont beaucoup de mal à trouver des lieux pour en parler. Et il y a les violences qu'on appelle communautaires, avoir été excisé, avoir été marié de force, être obligé d'avorter parce qu'on sort avec un garçon qui ne plaît pas à votre famille. Il y a énormément de types de violences possibles, malheureusement. Quels moyens devraient être mis en place ou ont été mis en place pour protéger les femmes des violences ? Les applications mobiles, masque 19 en pharmacie, et est-ce qu'ils sont efficaces ? Alors avant d'arriver à la protection par des petits outils, moi je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention ? Et comme prévention, on a juste l'éducation. Malheureusement, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui sont supposées être très régulières depuis la petite enfance jusqu'en terminale sont très rarement dispensées comme elles devraient l'être. Et c'est dommage parce que c'est la première façon aussi d'éduquer les jeunes à l'égalité, au respect de l'autre, au fait que non, il n'y a pas un sexe qui est supérieur à l'autre, qui a le droit de donner des ordres à l'autre et de faire tout ce qu'il veut de l'autre.
Et ça, il faut leur apprendre, parce que parfois à la maison, on leur apprend le contraire, ou ils voient le contraire. Donc pour moi, ça commence par la prévention. Je ne dis pas que si tout le monde était bien éduqué, il n'y aurait pas de violence, ça serait trop beau. Mais en tout cas, on déconstruirait certains stéréotypes sexistes et ça irait mieux. Après, bien sûr, une fois que le mal est là, il faut protéger les gens. Donc il faut des policiers formés pour accueillir dignement les femmes, c'est pas toujours le cas. Il faut une justice qui va assez vite. Souvent les dossiers traînent des années et parfois on est mort avant même que le dossier ait été jugé. Il faut pouvoir être hébergé dans l'urgence, il faut pouvoir avoir un accompagnement social. Donc il y a des choses qui sont faites, elles sont notoirement insuffisantes. Et puis, il y a tous les trucs un peu techniques, comme je peux appeler le 3919, mais même si j'appelle le 3919 à 3h du matin, ça ne va peut-être pas empêcher mon mari de me tuer. Je peux aller à la pharmacie, dire masque 19 en période de Covid. On va éventuellement appeler la police, mais peut-être que j'ai peur de la police et que finalement, je ne donnerai pas suite. Donc, ces outils sont intéressants, mais ils ne sont pas suffisants. Je peux avoir un bracelet pour appeler en cas de danger. Il y a plein de choses comme ça. Mais ça ne suffit pas parce que parfois, le temps d'avoir de l'aide, on est déjà mort. Oui. Dans quel pays le gouvernement français devrait s'inspirer des mesures qui ont été faites ? Il semble que l'Espagne ait fait un travail remarquable, tout le monde le cite en exemple, les statistiques sont très en faveur, le nombre de féminicides a beaucoup diminué. Mais je ne connais pas de pays où on ait vraiment réussi à éradiquer finalement le fondamental des violences, qui est cette culture du patriarcat, qui est le fait qu'on élève les petits garçons comme étant les seigneurs de la terre et les petites filles comme étant leur faire-valoir. Et malheureusement, ce stéréotype-là, on le retrouve à peu près dans toutes les cultures et tous les pays, même en Suède, c'est compliqué. Les violences marquent à vie. Quels conseils vous donneriez à ceux et celles qui les ont subies ? Alors, d'abord, je formulerai ça un peu différemment. Oui, les violences marquent à vie, mais les violences ne vous transforment pas forcément en victime pour la vie. C'est pas un statut éternel, victime. Il faut absolument demander de l'aide, il faut une prise en charge, il faut un accompagnement, mais on peut tout à fait reconstruire sa vie, même après des violences graves. On peut aller de l'avant, on peut avoir à nouveau une bonne estime de soi, retrouver de l'autonomie, éventuellement retrouver une compagne ou un compagnon et construire quelque chose de joli. Et c'est pas parce qu'on a été victime de violence que tout est foutu. Vous estimeriez à combien le nombre de personnes que vous avez aidées depuis le début de la Maison des Femmes ? Alors, aider au sens large à la Maison des Femmes, il suffit de faire la somme des femmes qui sont passées. Quand on a ouvert la première année, je pense qu'on en a reçu 3000, puis 4-5 000 chaque année. On a ouvert il y a 6 ans, je dirais 25 000 femmes qui sont passées chez nous. Certaines en sont ressorties très très bien, d'autres ont abandonné parce que c'était trop dur. Mais en tout cas, on a essayé de les aider, toutes. Est-ce que vous faites également du suivi sur le long terme, après justement avoir aidé ces femmes victimes de violences ? On fait du suivi sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste recevoir une femme 2 fois, 3 fois, parfois on va la suivre pendant 1 an ou 2. Au bout de 2 ans, normalement, si on a bien travaillé, la femme est supposée ne plus avoir besoin de nous. Alors c'est un peu délicat parce que souvent, comme elles se sentent bien et en sécurité, elles ont du mal à partir. Elles aimeraient garder un lien très long avec l'équipe, avec les activités qu'elles font. Et notre travail consiste justement à les préparer à prendre leur envol, à aller vers d'autres choses qui leur sont offertes près de chez elles, dans les mairies, dans les centres d'activité. Et il arrive, certaines femmes, on les revoit aussi régulièrement, parce qu'en tant que médecin, par exemple, il y a des gens qu'on voit tous les ans pour leur santé. Donc on va continuer à les voir 1 fois par an pour s'assurer qu'elles vont bien, qu'elles n'ont pas besoin d'autre chose, et pour garder un œil sur leur santé gynécologique. D'accord. Parfait. Donc bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans vos bureaux, dans les bureaux de l'ONU Femmes France. Qu'est-ce que l'ONU Femmes France d'abord ? Alors, ONU Femmes,
France, est une émanation d'ONU Femmes, UN Women. Et UN Women, c'est une entité globale, intergouvernementale, qui fait partie intégrale des Nations Unies, qui a été créée en 2010. Voilà. Et cette entité globale, elle est créée finalement très tardivement dans l'histoire des Nations Unies, puisque la plupart des entités existantes aux Nations Unies, des fonds et programmes comme l'UNICEF, comme le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés ou le Haut Commissariat aux droits de l'homme, enfin toutes les entités qu'on connaît datent de l'après-guerre. Donc il a fallu attendre 2010 pour qu'on se décide, quand je dis on, ce sont les États principalement qui composent les Nations Unies, à créer une entité dédiée aux droits des femmes dans le monde et à l'autonomisation économique des femmes. Donc c'est un petit historique intéressant parce que ça montre que le sujet qui était quand même présent dès le départ dans la Charte des Nations Unies a été un petit peu négligé, pour dire le moins. On ne s'y est pas attelé avec beaucoup d'énergie parce que c'est un sujet qui est très sensible pour les États. Les positions sont très différentes en fonction des cultures, des régions, du monde. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour y parvenir. Mais c'est un résultat très marquant et historique d'avoir cette entité qui se concentre vraiment sur ces enjeux d'égalité dans le monde. Et donc moi, en tant que diplomate, à l'époque, j'étais donc au service du ministère des Affaires étrangères sur ces enjeux de genre et de développement humain au sens large, et de droits humains aussi. J'ai participé directement à cette négociation pour créer ONU Femmes, UN Women, et ça m'a paru être un moment historique très, très, très important. Et donc j'ai décidé assez rapidement que ce serait vraiment intéressant et important d'avoir une entité en France qui représente ONU Femmes, qui puisse faire connaître cette nouvelle entité, qu'elle est par définition pas être connue du grand public, et diffuser aussi des messages plus globaux sur l'égalité, sur les enjeux de genre dans le monde. Donc voilà l'origine d'ONU Femmes en France. La création, elle date de 2013. Quelles sont vos actions au quotidien ? Alors les missions, elles sont liées à cette histoire en fait. Les missions, elles sont déjà de faire connaître encore une fois UN Women, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu, qu'il y a des débats au niveau global sur ces enjeux, que les États sont tenus de publier des chiffres, de les comparer, de rendre compte aux Nations Unies des progrès qu'ils font sur ces enjeux d'autonomisation des femmes et d'égalité de droits. Donc notre première mission, c'est juste de faire connaître tout ça au grand public le plus large possible et d'intéresser aussi le grand public aux enjeux avec un prisme un peu plus global, sortir du purement national, voir ce que font les autres, quels sont les progrès, quelles sont les difficultés et obstacles persistants. Et ça, c'est notre première mission, c'est-à-dire faire de l'information, de la sensibilisation vraiment du grand public. Pas seulement des gens qui sont déjà convaincus et très intéressés et très experts des sujets. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser les personnes qui peut-être n'ont pas encore vraiment de connaissances spécifiques sur ces sujets-là. Et on fait ça à travers principalement notre communication, les médias et aussi beaucoup nos réseaux sociaux. On capitalise sur toutes les recherches, bases de données et surtout rapports qui sont publiés par ONU Femmes et on les digère un petit peu pour les rendre accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment notre mission centrale en plaidoyer, en matière de plaidoyer. On a aussi un rôle d'expert auprès des entités qui nous sollicitent, comme l'Assemblée nationale par exemple, ou le Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil à l'égalité qui aussi est là pour conseiller le gouvernement sur les enjeux d'égalité. Donc on est sollicité à ce titre-là. Deuxième mission très très importante aussi pour nous, on est chargé d'aider ONU Femmes à se financer, parce que c'est une entité qui est très très récente et qui est financée en partie par les États, mais de façon très très insuffisante. C'est-à-dire que comme l'entité a été créée très tard, le budget est encore beaucoup trop petit pour la mission énorme qui a été confiée à ONU Femmes.
Et donc, c'est comme ça, comme le fait l'UNICEF, on sollicite la générosité du grand public en faisant des appels à dons, notamment pour les urgences humanitaires, puisque ONU Femmes est présente sur le terrain pour aider justement les femmes et les filles dans les situations d'urgence, comme l'Afghanistan, l'Ukraine, ce genre de contexte, Haïti, au Pakistan maintenant avec les inondations. Et dans ces moments-là, on sollicite le public pour faire des dons qui servent ensuite à financer les programmes sur le terrain. Donc voilà nos missions résumées assez rapidement. On a aussi une mission avec d'autres parties prenantes comme les entreprises par exemple. Donc ce qu'on fait avec les entreprises, c'est un rôle de conseil et d'appui pour la transformation interne de l'entreprise et l'intégration de la dimension de genre. Et l'entreprise devient partenaire d'ONU Femmes et nous soutient financièrement et également dans le retour de bonnes pratiques que nous on partage, on diffuse, on anime un club d'entreprises sur les enjeux d'égalité de genre. Donc voilà les missions résumées d'ONU Femmes. Et j'en oublie certainement parce qu'on a un rôle quand même qui se diversifie beaucoup. On intervient auprès aussi par exemple des collectivités publiques qui nous sollicitent pour intervenir, pour avoir un prisme un peu plus global sur les enjeux d'égalité, pour commenter l'actualité, par exemple ce qui se passe, comme je disais, dans les zones de crise, et informer, commenter ces sujets-là qui sont importants aussi pour des acteurs locaux qui maintenant souhaitent agir globalement également. Et puis on a un prisme aussi justement sur la jeunesse, puisque on a un de nos programmes actuels qui est très important, qui s'appelle Génération Égalité, qui est comment vivent les jeunes, comment la question de l'égalité de genre est vécue et comment les jeunes s'approprient ce combat, puisqu'il y a une question générationnelle. Il y a plusieurs vagues du féminisme qui ont eu lieu. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on intègre aussi les questions de genre qui sont vécues et interprétées de façon différente maintenant par la génération égalité, la génération qui a 25 ans maintenant. Quel état des lieux vous faites des violences faites aux femmes en France et dans le monde ? Alors, c'est une question très globale, je vais essayer de pas me perdre. Donc, les violences faites aux femmes et aux filles dans le monde, c'est un fléau universel. Donc, il faut bien savoir qu'il n'y a pas un pays qui échappe à ce fléau-là. Et du coup, c'est un sujet qui est abordé de façon très très fréquente aux Nations Unies et ailleurs d'ailleurs, par les États et par toutes les parties prenantes. C'est un sujet qui, quelque part, est très grave et très universel, mais aussi du coup est assez un peu plus facile à aborder parce qu'il est un peu plus consensuel que les autres. C'est-à-dire qu'on s'accorde qu'il y a ce fléau de violence envers les femmes qui prend différentes formes. Et c'est intéressant de s'y attarder à ces différentes formes, puisque les violences se situent tout au long de la vie. Ça peut commencer même avant la naissance, puisqu'on a des pays comme la Chine ou l'Inde qui font ce qu'on appelle une sélection des fœtus, enfin des prénatales, donc qui sélectionnent le sexe de l'enfant avant la naissance. Donc ça, c'est une des premières atteintes finalement aux droits des filles, puisque les filles sont systématiquement éliminées. Systématiquement, on voit une différence en fait à cause de ce fléau-là. Ensuite, c'est tout au long de la vie. On voit que par exemple les filles ont moins accès à l'école. Maintenant, ça va mieux, mais il y a eu beaucoup d'années pendant lesquelles les filles étaient exclues de l'école. Elles le sont encore beaucoup dans les études supérieures, par exemple. Et puis les violences prennent des formes en fonction du lieu où elles se situent. Par exemple, vous avez énormément un fléau de violences intrafamiliales qui sont ce qu'on voit beaucoup en France quand on s'intéresse au sujet. Les violences, le lieu le plus violent pratiquement, enfin même sûrement pour une femme, c'est souvent son foyer. Et donc ça, c'est un fléau qui est bien documenté en France avec la question des féminicides. Et effectivement, il y a aussi les violences qui sont commises dans la rue, donc on appelle ça le sexisme ordinaire, ou dans l'espace public, où les femmes et les filles sont dès le jeune âge harcelées,
sexualisés dans la rue voilà. Et ça, c'est aussi une forme de violence. Donc en France, le bilan à tirer, nous on fait partie du paysage associatif français, donc on s'associe à toutes les luttes qui sont menées au niveau français. C'est une situation qui est pas très bonne, puisque on a d'abord un constat que les violences sont très prévalentes, notamment les violences intrafamiliales justement, ou par conjoint ou ex-conjoint, qui sont vraiment une grosse partie des violences, un gros pourcentage, et qui ne baissent pas malgré tous les efforts du gouvernement. On voit que ça continue, ça continue à augmenter. Et ce qui est vraiment le constat principal, c'est que justement, malgré les efforts qui sont faits, on constate qu'il y a une inadéquation de la réponse, notamment judiciaire, on s'aperçoit que le taux de condamnation est extrêmement faible, que les condamnations, quand elles arrivent, sont inadaptées, et que la protection, ça c'est l'autre volet en amont, est inefficace, puisqu'on a des chiffres là récents qui font état sur les 122 femmes qui ont été tuées en 2022 sur l'année 2020. J'espère que c'est les bons chiffres. 2022, pardon. Un pourcentage très faible bénéficie de femmes donc, qui ont été tuées par conjoint ou ex-conjoint. Il n'y en a eu que 3 qui ont bénéficié de protection judiciaire, justement. Donc ça montre que, je regarde, c'est 2021, pardon, évidemment. Donc on a eu 122 femmes tuées par leur conjoint ex-conjoint en 2021, augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. Et seules 3 de ces victimes bénéficiaient d'un dispositif de protection. Donc c'est largement insuffisant. Et ça montre qu'il y a une inadéquation et une espèce d'obstacle permanent, en fait, persistant plutôt, sur ce sujet-là. Et puis les condamnations, on estime qu'il y a à peu près 1% de condamnations qui ont vraiment lieu par rapport à des instances de viol ou de tentatives de viol. Donc c'est très faible parce qu'il y a plein de raisons. Les femmes ne vont pas se rendre à la police, elles savent que de toute façon elles s'engagent dans un processus qui va être extrêmement dur à vivre et au résultat pratiquement sûrement décevant, et donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, et on est vraiment bloqué là-dedans, sur ce problème-là. Il y a aussi l'immédiateté du besoin qui est très complexe, puisque une femme qui est victime de violence chez elle doit sortir de chez elle. Comment fait-elle? Où va-t-elle? Elle a ses enfants, elle a sa vie, donc c'est extrêmement compliqué. Et puis il y a les budgets qui sont engagés, qui sont estimés comme étant vraiment insuffisants, puisque ça demande quand même des budgets conséquents de pouvoir protéger toutes ces personnes qui sont vulnérables chez elles, dans leur foyer. Donc on estime qu'il faudrait pratiquement 3 fois plus de moyens financiers pour avoir un impact très fort sur ce fléau-là. Donc voilà où on en est. Les autres pays sont certains un peu mieux, comme l'Espagne, qui a vraiment mis en place des dispositifs très efficaces. Ils ont réduit des 2/3 le nombre de femmes tuées par leur conjoint ex-conjoint. Donc c'est un peu notre modèle. On essaye de s'en inspirer beaucoup. Mais bon, le fléau au niveau mondial est encore énorme, et puis il prend des dimensions culturelles et en fonction de la société dans laquelle on se trouve. Qui sont multiples en fait. On n'a pas parlé de la violence psychologique, on n'a pas parlé de la violence aussi contre les femmes issues de minorités de genre. Il y a beaucoup de diversité de types de violences qui peuvent être répertoriées. Il y a les mariages précoces, il y a les mutilations sexuelles dans certains pays qui sont un véritable fléau. Donc voilà. On est à peu près sur un constat que c'est un fléau global qui perdure, qui aussi a un impact majeur sur justement l'autonomie de la femme, enfin des femmes et des filles au sens large, c'est-à-dire être dans une situation de violence, être dans un mariage précoce, ça empêche d'aller à l'école, ça empêche d'avoir une vie autonome, ça empêche de choisir d'être une grossesse ou de vivre sa vie en fait, d'avoir une autonomie financière et donc d'être un être humain autonome et indépendant.
ça va un peu... On change un peu l'angle. Ouais. En 2050, comment voyez-vous la situation entre les femmes et les hommes? En 2050. Ah oui, j'avais pas vu cette question. Alors, on a une vision plutôt à 2030 pour le moment, parce que c'est l'agenda et le calendrier dont on dispose. Déjà, se projeter à 10 ans, c'est quand même assez compliqué. En même temps, à 10 ans, on sait qu'on aura, donc en 2030 déjà, première étape, c'est l'étape de l'agenda 2030 pour les Nations Unies, on sait qu'il n'y aura aucun pays dans le monde qui aura atteint tous les objectifs d'égalité, donc qui sera entièrement égalitaire. On n'y arrivera pas d'ici 2030, on sait que les estimations, c'est 132 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas non plus arrivé là en 2050. On est loin de ça en fait. Donc on va continuer à être dans une situation de progrès mais très lent, à moins que effectivement les initiatives, tout ce qui sous-tend ces progrès, c'est quand même la société civile, c'est les militants, c'est les personnes engagées sur ces enjeux qui font un plaidoyer auprès des États, qui sont visibles dans les médias, un peu ce que vous faites, qui permettent de visibiliser le sujet, de changer les mentalités. C'est des changements lents, mais il y a eu des étapes, par exemple, franchies par des États qui ont été beaucoup plus rapides quand on a une situation, par exemple, l'après-guerre en France a été un moment où les progrès pour les droits des femmes ont été plus rapides, parce qu'on sortait d'une période où les femmes avaient été dans la vie active, où elles reprenaient un rôle économique central. Donc les choses peuvent s'accélérer, on espère que ce sera le cas, nous on y travaille au quotidien. Après, moi, ce qui m'encourage énormément, c'est de voir justement les changements sociétaux, l'engouement de la jeunesse pour ces sujets-là et la réinterprétation du sujet et le fait qu'on est dans des enjeux qui sont très présents dans la société et surtout au sein de la jeunesse. Et on voit qu'il y a vraiment une mobilisation et une conscientisation qui est très forte chez les jeunes et qui permet aussi de dépasser les termes du débat et d'aller plus loin. Et de se dire, il y a peut-être un moment où finalement, on va dépasser ces enjeux par justement tous les enjeux d'identité de genre qui sont très forts et qui permettent justement peut-être d'espérer qu'on va arriver à dépasser la binarité et la définition de soi en fonction de son sexe de naissance. Et pour moi, ça, c'est quand même une lueur d'espoir, je pense, pour avancer vers l'égalité réelle. Je crois que je n'ai pas répondu du tout à la question. Si, on a... Enfin, okay. Si, c'est quand même... c'est très bien. Okay. Quel message vous adresseriez à la jeunesse du monde? Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Moi, je suis très optimiste de voir l'engagement que je vois au quotidien, même aux Nations Unies. Pourtant, les Nations Unies ne sont pas un espace toujours très ouvert à la jeunesse. Et pourtant, dans la dernière conférence mondiale qui a eu lieu en 2020 et en 2021, qui s'appelait justement Génération Égalité, il y a eu un effort inédit, je dirais historique, d'intégrer la jeunesse à la gouvernance même de cet événement. Et ça a été vraiment très significatif, puisque les définitions qui sont normalement entre les mains des États, et donc un peu figées sur des positions étatiques, ont évolué grâce à ça. C'est-à-dire qu'on est entré justement dans des terminologies, dans des conceptions du genre qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait trouver aux Nations Unies avant, et qui font avancer les choses et montrent que justement la jeunesse a pris complètement cet enjeu à bras-le-corps et l'a réinventé. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ma lueur d'espoir, et je pense que je dis à toute votre audience nombreuse de s'engager et surtout de se questionner sur ces sujets. Si
s'ils le souhaitent, elles le souhaitent, de s'engager même de façon plus active, hein, en parlant autour de soi, en prenant la parole, en se sentant légitime surtout sur ce sujet, ce qui est extrêmement important. Et voilà, c'est le message que j'ai, mais c'est ce que je constate, donc je suis vraiment optimiste sur la jeunesse et son engagement et son intérêt pour le sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Mes 20 minutes rapides. Merci à vous. Je revois la ville en fer.